Merci Nicolas et bonjour. J'ai le plaisir ce matin de recevoir Laurent Rousseau, qui est directeur général adjoint de Score Global PNC, membre du comité exécutif du groupe Score. Bonjour Laurent. Bonjour Florence. Alors Laurent, vous souhaitez revenir sur la notion de contingence que vous avez dégagée de cette crise de la pandémie. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus clair par rapport à ce concept? Bien sûr, on est depuis assez longtemps, depuis plusieurs années, voire des décennies, dans ce qu'on appelle un monde des risques en expansion. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans cette perception des risques qui s'étendent, cette idée de contingence, pour moi, pose vraiment des questions essentielles dans le mode de prise de décision et de la réaction à l'événement. Qu'est-ce qu'on appelle la contingence? La contingence, c'est vraiment, ça s'oppose à la nécessité. La contingence, c'est ce qui aurait pu ne pas être, c'est ce qui est complètement imprévisible. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Le fait humain, le fait politique est contingent et s'oppose à la nécessité mathématique, si vous voulez, ou aux lois de la nature. Et ce qui est intéressant dans cet événement, on pourrait tout à fait dire c'était prévisible. Vous savez, quand on regarde en Oui, ça devait arrière, arriver. Le Covid, la pandémie, ça devait arriver. exactement. Vous pouvez voir les vidéos de Bill Gates, ça devait arriver. Néanmoins, on se laisse bousculer par l'événement. Et ça, pour moi, cette contingence pose vraiment des questions de prise de décision dans des incertitudes radicales. Et ça, les lois économiques disparaissent. Les agents ne sont pas simplement à vouloir maximiser leur profit, leur confort. Il y a vraiment un gel, un freeze complet de la prise de décision et de la rationalité. Et ça, c'est assez intéressant, et on pourra y revenir, où la contingence est la nature même de l'assurance. L'assurance s'intéresse à la prise en compte et à la couverture, si elle est possible, des événements contingents. Mais si on la rattache, par exemple, au sujet de ces rencontres, on parle de sagesse. Est-ce que contingence et sagesse vont bien ensemble? Pour moi, c'est intimement associé. La contingence et l'anticipation, ou vivre dans la contingence, ne veut pas dire être alarmiste, ne veut pas dire que n'importe quelle catastrophe peut arriver demain. Il ne faut pas faire un séquencement où tout est maîtrisé, tout est nécessaire, et tout d'un coup, tout devient contingent. La question, c'est une question d'équilibre entre les deux. Mm. Et moi, je suis convaincu que la part de contingence augmente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans ces cas-là? Ça veut dire effectivement arriver à trouver une forme d'anticipation, une forme de gestion de l'imprévu, et d'éviter de se retrouver dans des biais décisionnels qui sont complètement erratiques. Et c'est ce qu'on a bien vu dans la gestion de la crise, que ce soit lorsqu'on a vu le virus arriver. Et là, aujourd'hui, la question de la gestion, de l'anticipation du vaccin en lui-même et des solutions pose d'autres problèmes. Donc, pour moi, l'assurance et la contingence sont très liées. Il y a peut-être une différence importante, c'est cette idée d'incertitude par opposition à celle de risque. Vous savez, les risques, le risque, c'est le métier des assureurs. Donc on les mesure, on les quantifie, on arrive à mettre des lois plus ou moins probabilistes, fiables. Là, ici, on parle d'une incertitude qui, elle, va bien au-delà, et elle n'est pas quantifiable. Oui, les assureurs n'aiment pas forcément l'incertitude. Donc Exactement. là, c'est un nouveau paramètre qui rentre, j'ai envie de dire globalement, et dans vos calculs. L'incertitude, c'est la limite du risque. Et si on reprend la question de la pandémie, le rôle des assureurs dans la pandémie, bien évidemment que l'assureur doit apporter de la clarté, l'assureur doit apporter de la solidité. Mais je pense que ça serait se tromper, et ça serait relativement consumériste de penser que l'assurance a réponse à tout. L'assurance n'avait pas prévu, n'avait pas tarifé, n'avait pas anticipé un tel scénario. Et se retourner de manière vengeresse vers les assureurs n'est probablement pas la bonne solution. On est dans l'injonction. C'est pas mon but, je vous rassure. Et on parle aussi, on peut penser aussi au risque cyber, parce que là aussi, ça pourrait arriver. On pense au Big Bang et on est un petit peu dans la même réflexion. Tout à fait. On peut tous penser que une grande crise cyber, c'est nécessaire au sens où ça va arriver. Quand, comment, sous quelle forme, on n'en sait rien. Donc la question, c'est comment se préparer, comment construire les bases de la compréhension du risque, et chercher à savoir comment est-ce que la crise du cyber aura lieu. C'est vain, c'est complètement vain. En revanche, y travailler de manière sage, équilibrée, est essentiel. Et est-ce que ça peut vous servir d'enseignement? Enfin, est-ce que cette pandémie médicale, avec ses conséquences sociales, économiques, va vous servir pour ces autres grands risques qui Bien peuvent sûr. nous arriver? Bien sûr, d'abord, déjà, il y a le risque à la santé, le risque médical. C'est vraiment la première fois qu'on a une pandémie. On avait des épidémies, c'est la première pandémie.
Donc en fait, dans les événements extrêmes, c'est vraiment la première fois qu'on a ce type d'événement. Vous regardez dans les risques de dommages et de responsabilité civile, on en a beaucoup d'événements extrêmes. Dans le risque de santé, c'est vraiment le premier qui est... Oui, depuis la grippe espagnole de Exactement. 1918. Où le monde, et qui était déjà, d'ailleurs, ça faisait suite à la Première Guerre mondiale, c'était un premier événement de globalisation. Mais donc, la globalisation, elle, a beaucoup évolué. Donc là, déjà, on a une connaissance de ce risque-là qui va être fondamentale, et ça ouvre des questions vraiment essentielles dans la société, la couverture de risque de santé. Mais derrière, bien évidemment, on pense tous au cyber, mais après, il ne faut pas tomber dans le catastrophisme, mais il y a bien évidemment une question qui est d'identifier ces risques clés, et derrière d'avoir des plans d'action, d'avoir des plans de préparation. Alors comment on se prépare? Comment on emmène les équipes aussi? Parce que voilà, on a posé le tableau, mais il y a de l'humain. On l'a dit et répété hier, hein, il y a de l'humain, il y a des équipes à faire, à emmener, à embarquer dans ce nouveau paradigme. Oui, enfin, l'humain vient d'abord, et c'est là un élément essentiel. Je pense d'abord qu'on ne sait pas, on n'est pas omniscient, on ne sait pas comment ce qui va se passer, c'est cette idée de contingence. Et donc dans ces cas-là, la méthode est essentielle. Et je pense qu'il faut être d'une extrême humilité, et il faut arriver à ces points vraiment fondamentaux, qui est effectivement, la valeur de l'humain, les actifs d'une entreprise. Le deuxième point, c'est qu'une entreprise, c'est une dimension collective qui est essentielle. Et donc, lorsqu'on travaille, on parle tout du travail depuis la maison, cet équilibre de préserver l'individu, mais néanmoins de participer à un projet collectif. Et une entreprise est un projet collectif, il ne faut pas l'oublier. Ça s'est trouvé renforcé parce qu'avec des collaborateurs un peu partout, derrière leurs écrans, est-ce que cet aspect collaboratif... C'est trop tôt, je pense. C'est trop tôt au sens où il y a encore des vulnérabilités extrêmes. Enfin, l'événement a toujours lieu. Enfin, oui, on est encore dedans. Oui. Je pense que vouloir sortir de la crise trop vite, c'est un petit peu dangereux. Vouloir tirer, identifier des opportunités trop vite, trop tôt, c'est un petit peu dangereux aussi. La priorité numéro 1 de tout employeur et de la société, d'une certaine manière, c'est d'arriver à trouver la bonne protection des individus. Il ne faut pas qu'elle se fasse au détriment complet de l'activité et des autres enjeux, mais cette question de l'individu vient d'abord. Après, la question des opportunités et des enseignements à tirer, ils viendront avec le temps. Et alors, donc là, on parlait des collaborateurs, mais est-ce qu'on peut aussi parlons aussi des relations avec les risques managers dans ce contexte aussi. Est-ce que c'est là aussi une évolution? Est-ce que ça a apporté une évolution pour vous, assureurs? Là aussi, il y a un risque, il faut être très vigilant, il y a un risque de rupture qui est fort, au sens où le marché de l'assurance des dommages, des risques de dommages, de responsabilité civile se tend depuis à peu près 2 ans au niveau mondial. Cette tension ne fait que continuer. Et vous avez un événement qui est un catalyseur qui accélère des tendances qui préexistaient. Et donc la question, c'est comment arriver à ne pas rompre le lien, à ne pas rompre cette relation commerciale. Toute la chaîne économique est en souffrance et en tension, absolument tout le monde. Donc il ne s'agit pas de demander aux uns de se sacrifier pour les autres, ça je pense que c'est un faux débat. La question, effectivement, c'est d'arriver à garder ce lien, à garder ce dialogue. Et être assez lucide sur les 2-3 prochaines années. Les choses ne vont pas s'améliorer. Et que, comme dans toute crise, finalement, on arrive à tenir tant que la crise est vivace. Le moment de la reprise est lui aussi très dangereux. C'est là où souvent on voit d'ailleurs des défaillances d'entreprise. Ce n'est pas au sommet de la crise, c'est au moment de la reprise. Donc on a une séquence qui va durer 2-3 ans. On avait juste avant nous Patrick Artus qui parlait de l'Italie, qui sortait à peine de la gestion de la crise de 2008 et qui replonge. On est sur du temps long, on est sur de l'imprévisible. Et je pense que cette attention à l'humain, cette attention à la relation avec toute la chaîne, des risk managers, des courtiers, des assureurs, des réassureurs, doit se faire de manière avec une vision collective et rassembleuse. Opposer les uns avec les autres ne fera le jeu de personne en réalité. Et c'est là aussi l'importance, on revient à la contingence, des plans de continuité d'activité aussi, enfin de toute la chaîne méthodologique qui est mise en place. Et c'est là où le thème de cette conférence sur la sagesse du risque est essentiel. L'immunité collective, je n'y crois pas. À titre individuel ou à titre collectif, l'immunité, pour moi, c'est une valeur à laquelle je ne me reconnais pas. Je suis beaucoup plus le roseau que le chêne, si vous voulez. C'est une question de résilience. C'est une question, il faut savoir ploire. Il ne faut pas savoir rajouter des couches de blindage. Donc, bien évidemment, la résilience est au cœur de notre sujet.
Ça a été sur la pandémie, ça reviendra sur un autre sujet. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire lesquels. Et en revanche, l'attitude, la méthode dont je vous parlais tout à l'heure, fait que on verra qui traversera ces crises. Très bien. Bah, merci beaucoup, Laurent, pour cet échange. Merci. Et puis, Merci, on va avoir une pause de 10 minutes avant de retrouver Olivier Bacouza. Merci. Merci.